À 7h20, dans l'agitation de l'aéroport de Montevideo, un jeune homme avance avec une démarche assurée sur le sol carrelé du terminal. Ce jeune homme, c'est Roberto, étudiant en médecine et membre des Old Christians, un club de rugby uruguayen. Gustavo aperçoit son ami et tambourine sur l'épaule de ses compagnons pour les alerter de son arrivée. Les jeunes hommes, voyant leur camarade, s'exclament de joie et se précipitent vers lui. Roberto se retrouve rapidement plaqué au sol et éclate de rire. Ses coéquipiers le taquinent et l'aident à se relever. Tous sont excités à l'idée de prendre l'avion. Sauf un, Gustavo. Il a un mauvais pressentiment. Roberto le rassure. L'avion est un des moyens de locomotion les plus sûrs qui existent. Qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver ? Le groupe de sportifs se prépare à embarquer à bord d'un petit avion de 45 places, à destination de Santiago, pour un vol de 4 heures. Leur voyage au Chili est une récompense bien méritée, après une saison victorieuse. Accompagnés de leurs amis et de membres de leur famille, ils s'apprêtent à y disputer un match. En attendant l'embarquement, les jeunes hommes se divertissent comme ils le peuvent. Certains se font des passes avec leurs ballons. D'autres se pèsent sur les balances de bagages. Ils se chamaillent, échangeant des plaisanteries et des encouragements. Fernando, l'un des membres de l'équipe, s'approche de Roberto et lui tend une liste. Roberto déplie le papier et découvre une série de noms de bars. Fernando explique que c'est la liste des endroits qu'ils sont tenus de visiter pendant leur séjour de 5 jours. Roberto rit. Il est légèrement sceptique quant à ses capacités à bien jouer après avoir autant bu. Fernando le taquine. Après tout, ce ne sont pas quelques verres qui vont l'empêcher de briller sur le terrain. Lorsque l'embarquement est annoncé, les rugbyman se rassemblent pour une photo de groupe. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de prendre leur dernière photo, tous ensemble. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons au vol Fuerza Uruguaya 571. L'un des crashs d'avion les plus marquants du XXe siècle. Véritable tragédie humaine, cette catastrophe est aussi une incroyable histoire de survie. Aujourd'hui, je vous parlerai de la façon dont s'est déroulé le crash de l'avion. À l'intérieur de l'avion F571, règne une atmosphère de vacances. La plupart des jeunes sont debout. Ils se promènent dans l'allée. Une partie du groupe essaye de faire tanguer l'avion en sautant de part et d'autre, tandis que certains se lancent leur ballon de rugby. Le steward, inquiet, essaye de rappeler à l'ordre les jeunes passagers. Il y a du mauvais temps. L'avion va secouer et nous allons bientôt atterrir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais l'équipe de rugby n'en a rien à faire. Les jeunes gens rigolent, bavardent entre eux. Roberto, lui, assis près du hublot, contemple les sommets enneigés défiler sous ses yeux. Quand, d'un coup, l'avion rentre brusquement dans une zone nuageuse. Le ciel s'assombrit et Roberto ne voit plus qu'un épais brouillard. Soudain, une secousse violente fait trembler l'avion. Une atmosphère de panique s'installe. Les plus téméraires essayent de cacher leur nervosité en faisant les plaisantins. L'un des rugbyman se saisit du microphone à l'arrière de l'avion et dit « Mesdames et messieurs, veuillez accrocher vos parachutes, nous allons tous mourir. » Ses camarades se mettent à rigoler. Mais quand le second trou d'air survient, la plupart de ceux qui étaient debout s'assoient et bouclent leur ceinture de sécurité. La tension est palpable. Les stewards eux-mêmes semblent avoir du mal à garder leur calme. L'un d'entre eux se précipite à l'avant de l'appareil pour aller voir le pilote. L'avion chute alors de plusieurs centaines de pieds.
la sirène de perte de vitesse se met à sonner. Roberto sent ses mains devenir moites. Son souffle se coupe. À travers le hublot, il voit la montagne immense, menaçante, si proche qu'il peut presque sentir le souffle glacé de ses sommets inhospitaliers. Chaque seconde qui passe semble l'enfoncer davantage dans l'abîme de l'horreur. Alors que l'avion continue sa course effrénée vers cette masse imposante de roches et de neige. L'avion prend brusquement de l'altitude pour éviter l'impact. Roberto sent son dos s'écraser contre son siège. L'avion vibre comme s'il allait se décomposer et se met à tanguer. L'aile droite s'écrase alors contre un flanc de la montagne. Les passagers se mettent à hurler. Soudain, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion et d'un sifflement. À ce moment-là, l'avion se brise en deux. Un énorme trou s'ouvre juste derrière Roberto. Il se retourne, les yeux écarquillés d'horreur. Il voit la queue de l'avion s'éloigner dans le vide, emportant avec elle plusieurs de ses amis. À l'intérieur de ce qui reste de l'avion, Roberto voit certains de ses amis pris de panique, d'autres en train de prier leur Dieu, en espérant un miracle. Roberto Canessa se cramponne de toutes ses forces à son siège. Il sent les bourrasques de vent glacé et de neige qui le frappent à la tête, au dos et aux jambes. Sans aile ni queue, l'avion se précipite vers la montagne. Le fuselage atterrit sur son ventre dans une vallée et glisse à toute allure sur la surface enneigée. La force de décélération fait se détacher les sièges. Certains se font écraser, d'autres éventrés. Alors que l'avion continue sa course effrénée, Roberto est persuadé qu'il vit ici ses derniers instants. Puis soudain, un grand silence survient. Plus aucun bruit. L'avion ne bouge plus. Roberto est sous le choc. Il n'entend plus rien. Il regarde son corps, vérifie qu'il a encore tous ses membres. Puis, il entend des gémissements et des cris désespérés. Il essaye de se lever, mais n'y arrive pas. Il est pris au piège. Le 13 octobre 1972, l'avion F-571 s'écrase dans la cordillère des Andes. Le pilote expérimenté, Julio Ferradas, avait à ses côtés le copilote en formation, Dante Lagurara. Alors qu'il survole les Andes, les nuages cachent les montagnes en dessous. Au moment où l'avion approche de son lieu de destination, le copilote demande l'autorisation d'atterrir auprès de l'aéroport de Santiago. L'avion entame alors sa descente. Malheureusement, les trous d'air qu'ils ont subis et la mauvaise visibilité les surprennent. Ils se sont trompés sur la position de l'avion. Lorsqu'ils ont traversé les nuages, l'avion n'était pas encore au niveau de la piste d'atterrissage, mais face à la montagne. 12 personnes ont perdu la vie dans le crash. 33 survivants ont réussi à s'extraire de l'épave. Mais le plus dur reste à venir, car ils vont devoir survivre, perdus dans les Andes glacées. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Les cris résonnent dans la carcasse de l'avion. Roberto se sent piégé dans un cauchemar éveillé. Il a du mal à respirer et il est à bout de force. Paniqué, il appelle à l'aide, sa voix étouffée par l'angoisse. À son grand soulagement, Gustavo, son ami et camarade d'études en médecine, répond à son appel. Il découvre Roberto coincé entre les sièges déformés. Gustavo agit rapidement. Pris par l'adrénaline, il retrouve quelque peu sa lucidité et se saisit d'un accoudoir décroché pour faire levier, libérant ainsi Roberto. Les jeunes hommes, en état de choc, observent les débris et les corps éparpillés. Ils pensent d'abord être les seuls épargnés. Mais bientôt, d'autres figures ensanglantées et hagardes commencent à émerger. Alors, Roberto et Gustavo rassemblent leur courage et secourent les blessés. Beaucoup d'entre eux ont les jambes brisées, les membres déformés par la pression des sièges qui se sont effondrés les uns sur les autres. Ceux qui sont encore conscients poussent des cris d'agonie. Mais la plupart sont déjà morts. Les mains de Roberto et Gustavo tremblent. Ils n'ont que 2 années de médecine derrière eux. Ils savent qu'ils ne pourront pas tous les sauver. Les 2 amis font ce qu'ils peuvent pour les vivants. Ils fabriquent des bandages avec les protège-nuques des sièges. Mais pour beaucoup de blessures, ils sont impuissants. Roberto observe le tibia cassé d'Alvaro Manguino, le remet en place et écarte le jeune homme. Il doit passer au suivant. Celui-ci a un tube métallique coincé dans le ventre. « Non, ça me fait pas mal. J'ai juste froid. » lui dit Enrique Platero. Roberto attrape le tube, met son genou contre le corps de son ami et tire. Enrique est sauvé. Alors que le jour décline, ils commencent à déplacer les corps sans vie. Avec des ceintures de sécurité, ils attachent les pieds des défunts et les traînent à travers la neige pour les déposer loin du fuselage. Le paysage autour d'eux est un tableau de désolation glaciale. Il fait froid, et aucun d'eux n'a des vêtements adaptés pour des températures allant en dessous de 0. S'ils ne veulent pas mourir, ils vont devoir trouver des solutions pour s'adapter à ce lieu hostile. Le temps presse, la nuit tombe, et ils ne survivront pas dans ce froid glacial. Cela fait maintenant 10 jours que le crash s'est produit. Le groupe s'est organisé pour assurer leur survie, en attendant les secours. Il ne reste alors plus que 27 survivants. Leur survie devient critique. Ils ont passé plusieurs jours à rationner le peu de nourriture qu'ils ont trouvé dans les bagages. Les rugbyman se retrouvent sans rien. Désespérés, ils tentent de manger du cuir arraché aux bagages. Mais cela va évidemment les rendre malades. Malgré leur détresse, ils gardent espoir. Ils sont convaincus que les secours vont bientôt arriver. Gustavo et son ami Roy essayent de réparer une radio trouvée parmi les débris de l'avion. Avec ingéniosité, ils improvisent une antenne. Et lorsque la radio fonctionne enfin, un frisson d'excitation parcourt le groupe. Mais leur joie est de courte durée. La nouvelle tombe. Un communiqué de l'armée leur apprend que les recherches de l'avion sont arrêtées. Roberto est sidéré. La panique s'élève parmi les survivants. Certains éclatent en sanglots, tandis que d'autres hurlent de rage. Depuis maintenant quelques jours, une idée sordide circule parmi eux.
Une idée qui les ferait définitivement basculer dans l'immoralité absolue. Mais il est question de vie ou de mort. Et pour survivre, ils envisagent l'impardonnable. Manger les cadavres. Jusqu'à présent, l'idée ne faisait pas l'unanimité. Mais aujourd'hui, quelque chose en eux s'est brisé. Le monde entier les croit morts. Perdus au milieu de nulle part, s'ils veulent survivre, ils vont devoir commettre l'impensable. Le groupe se rassemble. Roberto leur explique. Bon les gars, ça va pas être facile, mais on va pouvoir survivre avec un régime uniquement à base de viande. Les protéines vont se transformer en sucre et les graisses en protéines. Le corps de nos amis peut nous aider à rester en vie. Résigné, le groupe finit par accepter l'idée. Il conclut un pacte d'abandon mutuel. Les survivants se donnent la permission de se servir de leur corps comme nourriture en cas de décès. Roberto, Gustavo et leur ami Adolfo se portent volontaires pour découper les morceaux. C'est donc eux qui, pendant plusieurs jours, préparent la viande pour tout l'équipage. La décision est prise. Le plus difficile est de l'exécuter. Le vent siffle à travers les crevasses de la montagne, tandis que Roberto et ses compagnons se tiennent autour des corps inertes. Les visages des défunts sont cachés sous un manteau de neige. Grâce à ça, ils ne connaissent pas l'identité de leur futur repas. Roberto se tient debout, tremblant de froid et d'angoisse. Il doit montrer à ses camarades comment découper les corps. Ses années de médecine l'ont préparé à beaucoup de choses. À la vue d'un cadavre, au dégoût, à la manipulation d'un corps. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel patient ou d'un inconnu sur une table d'autopsie. Il s'agit peut-être de l'un de ses amis. Avec une voix qui trahit son propre effroi, il décrit chaque étape à Gustavo et Adolfo. Le pantalon du mort cède sous les mains gelées de Roberto, révélant la chair rigide comme du marbre. Avec dégoût, il commence à entailler la chair. Pour ça, il utilise des éclats de hublot et des lames de rasoir. Après avoir gratté pendant 15 minutes, Roberto arrive à atteindre le muscle. Il commence à cisailler des petits bouts de viande. La nourriture est distribuée en silence. Gustavo prend son morceau et l'enveloppe dans de la neige pour éviter le dégoût. Lorsqu'il le met dans sa bouche, il a un haut le cœur. Enfin, il parvient, douloureusement, à l'avaler. Il lève les yeux et réalise que Roberto et Adolfo ont fait de même. Au sommet de l'avion, les lambeaux de viande sont disposés sur une feuille d'aluminium. Exposés au soleil, le but est de les faire sécher pour qu'ils deviennent plus supportables. Le reste de cette journée est morne et vide. Personne n'a la force physique, mais surtout mentale, de faire quoi que ce soit. Le lendemain, après avoir repris des forces, ils se ressaisissent. Ils doivent réfléchir à un moyen de quitter cet enfer. Ils doivent donner un sens à cet acte de survie. Mais perdus au milieu de la montagne, la tâche risque d'être très compliquée. Avant de continuer cet épisode,
nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Nous sommes le 29 octobre 1972. Cela fait maintenant 16 jours que le crash du vol Fuerza Uruguaya 571 s'est produit. Depuis une semaine, un certain ordre semble s'être imposé dans le groupe. Des équipes se sont formées, chacune assignée à des tâches vitales pour leur survie. Découpe, cuisine, fonte de la neige, nettoyage de la cabine. Vers 16h, après une journée semblable aux autres, un air glacé se fait ressentir autour de l'épave de l'avion. Les survivants, frigorifiés et épuisés, se réfugient à l'intérieur. Tous sont à bout, et le petit groupe décide d'aller dormir. Alors que Roberto commence à entendre des ronflements, un bruit sourd l'interpelle. Un tremblement secoue l'épave de l'avion. Roberto, inquiet, regarde ses camarades. Tout le monde est paniqué. Les quelques membres du groupe qui s'étaient endormis se réveillent en sursaut. Le bruit se fait de plus en plus proche. Et d'un coup, une masse de neige s'engouffre par l'arrière de l'avion et recouvre l'intérieur du fuselage. Roberto est pétrifié. Il ne voit plus rien. La neige les a tous submergés. Paniqué, il reprend ses esprits et trouve le courage de creuser au-dessus de lui. Avec effort, il finit par se libérer. Son regard horrifié ne perçoit plus aucun de ses camarades. Ses compagnons de survie se retrouvent piégés, écrasés sous le poids de la neige et des débris. Un cauchemar qui se déroule sous ses yeux. Ses amis hurlent de terreur, mais la neige étouffe leurs cris. À ce moment-là, Roy réapparaît et soulève avec peine son corps de la neige. Roberto n'est plus seul. Il lui dit « On a dû être pris dans une avalanche. Il faut qu'on dégage tout le monde ou ils vont mourir étouffés. » Avec fureur, ils commencent à creuser des trous en appelant leurs amis. À mesure qu'il enlève de la neige, Roberto reconnaît les vêtements de Gustavo. Il se met à creuser de façon frénétique pour secourir son camarade. Il finit par voir son visage. Roberto sourit et l'appelle. Mais ce dernier ne répond pas. Roberto le secoue, essaye de le réveiller, mais rien à faire. C'est trop tard. Son ami est mort. Roberto éclate en sanglots. Ce jour-là, Roberto perd 8 de ses camarades. Il ne reste désormais plus que 19 survivants. Roberto et tous les autres survivants se collent les uns contre les autres, accroupis. La neige qui les recouvre fond sous la chaleur de leur corps, trempant leurs vêtements. Le groupe est frigorifié. À cause de cet espace clos, enseveli et jonché de cadavres, certains sont pris de crises d'angoisse. Le temps passe, et les rugbyman commencent à se sentir de plus en plus engourdis, comme si, petit à petit, un sommeil paisible les attendait. Ils commencent à s'endormir. Roberto allume un briquet, mais la flamme s'éteint directement. Il manque d'oxygène. L'hystérie générale se fait ressentir. C'est donc comme ça qu'ils vont mourir.
asphyxiés sous la neige, se dit-il. Mais Roberto ne veut pas se résigner. Ils ont réussi à survivre jusque-là. Ils vont s'en sortir. Il en est persuadé, ou en tout cas, c'est ce qu'il se dit pour que ses camarades ne perdent pas espoir. Il a l'idée d'utiliser un tube pour créer une ouverture à travers la cabine du pilote. Grâce à ça, ils peuvent retrouver un semblant d'oxygène. Tout n'est pas perdu. Le 3e jour, Roberto et ses amis réussissent à déplacer une fenêtre du cockpit. Grâce à la neige qui commence à fondre, ils peuvent sortir de leur prison gelée. Le soleil est au zénith. Roberto plisse les yeux en sortant de l'avion. Il retrouve ce paysage immaculé, entouré de montagnes. Immédiatement après l'avalanche, Nando Parados se concentre sur une seule idée: partir à pied le plus tôt possible. Son but ? Traverser la cordillère des Andes pour trouver de l'aide. Pour ça, il a besoin d'1 ou 2 volontaires, mais surtout de matériel pour cette randonnée qui peut s'avérer mortelle. Parmi ceux qui sont physiquement et mentalement les plus aptes à marcher, à grimper et dormir dehors, Roberto est choisi pour partir avec Nando. Leur objectif ? Trouver un endroit où ils pourront demander du secours. Nous sommes le 12 décembre. Cela fait maintenant 61 jours que le crash s'est produit. Suite à l'avalanche, encore 3 amis de Roberto sont morts de froid et de maladie. Il ne reste plus que 16 survivants. Aujourd'hui, le groupe tente l'un de leurs derniers espoirs. Une expédition dans la cordillère des Andes pour trouver de l'aide. Nando et Roberto se tiennent au pied de la montagne, prêts à affronter l'ascension qui pourrait être leur seule chance de survie. Après un dernier adieu à leurs amis, ils s'engagent sur le sentier escarpé qui serpente entre les pics menaçants. Le vent hurle dans leurs oreilles et rend la communication compliquée. Au fur et à mesure qu'ils grimpent, l'air se fait plus rare. Roberto peine à respirer. Il sent son cœur tambouriner dans sa poitrine. La montée devient de plus en plus difficile. Mais malgré la douleur, malgré la fatigue qui pèse sur ses membres, malgré le vent glacial, il avance, soutenu par la lueur fragile d'espoir encore en lui. Les jours s'étirent en une succession de douleurs et d'efforts, jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent le sommet. Mais là-haut, aucune récompense ne les attend. Seulement un paysage stérile et désolé, qui s'étend à perte de vue. La peur se reflète dans les yeux de Roberto. Une peur qu'il partage avec son camarade. À cet instant, ils comprennent que la descente est beaucoup plus dangereuse que la montée. À chaque pas, des pierres se détachent et menacent de les faire basculer dans le vide. Ils perdent souvent l'équilibre et doivent s'accrocher aux rochers pour éviter de dévaler la pente. Si l'un d'eux se blesse, c'est la fin pour tous les deux. Alors Roberto et Nando font preuve d'une extrême prudence. Même si la situation presse, ils avancent lentement pour éviter le drame. Après plusieurs heures de dénivelé, ils décident de s'arrêter. Roberto, épuisé et frigorifié, ressent le besoin de se reposer. Dans le silence de la montagne, le poids de l'incertitude et de la fatigue pèse sur leurs épaules. Ils ne savent pas à quelle distance ils se trouvent de la civilisation, ou même s'ils avancent dans la bonne direction. Les températures sont extrêmement basses la nuit. Une tempête pourrait aussi bien les surprendre et mettre fin à leur jour à tout moment. Mais malgré tout, ils savent qu'ils doivent continuer. La vie de 14 personnes dépend de leur réussite.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le mercredi 20 décembre au matin, 9e jour de leur expédition. Roberto et Nando sont tellement fatigués qu'ils ne se voient pas continuer à avancer. Mais après quelques minutes de repos, la raison leur revient. Ils ne peuvent pas abandonner leurs amis. Alors ils se remettent en route. Mais avant ça, ils décident de jeter certaines choses de leur sac. Avec moins de poids, ils continuent leur marche à travers la vallée verdoyante dans laquelle ils viennent d'arriver. Un paysage rassurant qui vient remplir leur jauge d'espoir. Mais Roberto commence à tituber. Il se penche en avant et se tient le ventre. Il souffre de diarrhée aiguë, conséquence de la viande avariée qu'il a dû manger. Nando aide son ami comme il peut. Ils portent leurs 2 sacs à dos et décident d'avancer plus lentement. Après une journée de marche, le long d'une rivière en fin d'après-midi, les 2 hommes découvrent un portail en bois, perdu au milieu de nulle part. Il semble délimiter un ranch équestre assez rustique. Ils regardent au sol et voient des empreintes de bottes et de sabots de cheval. Roberto et Nando éclatent de joie. Ils sont sauvés. La civilisation est proche. Nando décide d'aller explorer les environs pour trouver une présence humaine. Roberto reste assis dans l'herbe et regarde vers la chaîne de montagnes. Nando revient 1 heure plus tard avec une mauvaise nouvelle. Il n'a trouvé personne. La nouvelle n'alerte pas Roberto, car cet homme et ce cheval, dont les traces sont fraîches à côté de lui, doivent bien être quelque part. Il demande à Nando d'apporter du bois pour faire du feu et réfléchir calmement. Mais alors que Nando traverse la prairie sur quelques mètres, il entend la voix aiguë de Roberto. « Nando, il y a un gars là-bas! Un homme à cheval! Un homme à cheval !» À ce moment-là, Nando regarde vers la rivière et il aperçoit cet homme qui descend très lentement la montagne. Les 2 se mettent à crier comme des fous, tandis que Nando agite les bras. « Au secours! Au secours! Notre avion s'est écrasé! Au secours !» Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons au vol Fuerza Uruguaya 571, l'un des crashs d'avion les plus marquants du XXe siècle. Véritable tragédie humaine, cette catastrophe est aussi une incroyable histoire de survie. Aujourd'hui, je vous parlerai de leur sauvetage. Le cavalier s'approche du rivage, tandis que Nando tente désespérément de communiquer. Mais le bruit assourdissant de la rivière étouffe ses paroles. Le cavalier ne comprend pas ce qu'il dit. Le regard rempli d'angoisse, Nando pointe vers le ciel. Le cavalier, ne comprenant pas ce qui se passe, sort un morceau de papier de sa poche, attache frénétiquement le papier et un crayon autour. Il utilise une pierre reliée à une corde et la lance avec force de l'autre côté de la rivière. Nando, le cœur battant, écrit un message sur le petit papier.
Ses mains tremblent. Je viens d'un avion qui est tombé dans les montagnes. Je suis uruguayen. Nous marchons depuis 10 jours. Mon ami est blessé. Là où il reste 14 personnes. Nous devons sortir d'ici rapidement. Et nous ne savons pas comment. Nous n'avons pas de nourriture. Nous sommes faibles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne pouvons même pas marcher. Où sommes-nous ? Il replie le petit papier et le relance au cavalier. L'homme le ramasse et lit le message. Son visage est perplexe. Il regarde Nando, écrit à son tour sur le papier. Il va revenir leur apporter de l'aide. Avant de partir, le paysan saisit du pain et du fromage, les enveloppe soigneusement dans un mouchoir avec une pierre. Quand Nando se saisit du festin, les larmes coulent le long de ses joues. Lorsque la nouvelle de la survie des rescapés du vol 571 éclate, leur incroyable épreuve de 72 jours captive immédiatement l'attention du monde entier. La force aérienne chilienne mobilise 3 hélicoptères pour aider au sauvetage. Nando, avec la carte du pilote qu'il a emporté, les guide jusqu'au site du crash en Argentine. Les pilotes sont stupéfaits par le terrain difficile que les 2 hommes ont traversé pour obtenir de l'aide. Le 22 décembre 1972, dans l'après-midi, les hélicoptères atteignent enfin le lieu du drame. Cependant, en raison de l'altitude et des contraintes de poids, ils ne peuvent embarquer qu'une partie des survivants. 4 des secouristes décident de rester avec les 8 survivants restants pour leur dernière nuit sur la montagne. À l'aube du jour suivant, le 23 décembre 1972, le second vol d'hélicoptère arrive. Les derniers survivants sont sauvés, plus de 2 mois et demi après le crash. À son arrivée à l'hôpital, Roberto est pris en charge par une équipe médicale. Souffrant de déshydratation sévère, de gelures aux membres et de nombreux autres problèmes de santé, Roberto est dans un état critique. Le lendemain de son admission à l'hôpital, Roberto se réveille avec une bouffée d'anxiété mêlée à l'espoir. Il attend avec impatience la visite de sa famille, un moment qu'il a imaginé des centaines de fois durant son périple. Alors qu'il repose sur son lit d'hôpital, il entend des voix familières dans le couloir. Son regard s'illumine à la vue de ses proches qui entrent dans sa chambre. Sa mère s'approche en premier, les yeux brillants de larmes de joie, et l'étreint tendrement. Roberto se sent enfin en sécurité. Son père, pourtant si peu démonstratif, le prend dans ses bras. Pendant des heures, ils restent ensemble, partagent des rires et des larmes. Ils rattrapent le temps perdu et célèbrent la miraculeuse survie de Roberto. La nouvelle de ce qui est nommé le miracle dans les Andes se propage rapidement à travers le monde. Même si 16 jeunes hommes ont réussi à quitter la montagne, les restes de ceux qui n'ont pas survécu reposent dans les Andes, où ils sont inhumés près du lieu de leur décès. Au total, ce crash aura coûté la vie de 29 rugbymen, accompagnateurs et membres d'équipage. Pour les survivants, le retour à la civilisation n'a pas été simple. Après avoir surmonté l'impensable, ils ont dû être suivis pendant plusieurs années par différents spécialistes pour surmonter le traumatisme. Malgré tout, Roberto Canessa est parvenu à finir ses études et devenir cardiologue pédiatrique. Nando, lui, a continué à braver le danger en devenant pilote de voiture. Mais après plusieurs années, il s'est reconverti et est actuellement présentateur et producteur de télévision en Uruguay. Si l'affaire sur la survie des rugbymen a suscité un vif enthousiasme au début, le récit d'aventure s'est assez vite transformé en débat moral, lorsque les survivants ont révélé au monde entier qu'ils avaient dû consommer de la chair humaine pour survivre. Une question s'est alors posée. Quels actes, normalement jugés immoraux, deviennent acceptables dans de telles circonstances ?
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Jean-Gabriel Rassa. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.